Mon ex est arrivée enceinte 6 mois après que je l'ai surprise avec mon frère chéri. Alors, j'ai fait un test ADN et j'ai brûlé tous les ponts. 6 mois après avoir tourné le dos à ma famille, car ils avaient choisi mon frère plutôt que moi, mon ex-fiancé s'est présenté à ma porte, le ventre rond et une histoire larmoyante à raconter. Alors, j'ai exigé un test ADN et j'ai regardé tout leur monde s'effondrer. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé la semaine dernière, mais d'abord, vous devez comprendre les 6 mois précédents. Il y a 6 mois, je suis parti de chez mes parents le jour de Noël, sans jamais me retourner. Pas de discours dramatique, pas de porte claquée. Je suis juste parti au beau milieu du dîner, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. Le temps qu'ils réalisent que je ne reviendrai pas, j'avais déjà bloqué tous leurs numéros. Vous voulez savoir pourquoi? Très bien. 3 jours avant Noël, je suis rentré plus tôt du travail. Mon entreprise nous avait donné des demi-journées cette semaine-là, alors je me suis dit que je ferais une surprise à Lorraine, ma fiancée depuis 2 ans, en lui apportant le déjeuner. Nous planifions le mariage depuis des mois, le lieu était réservé, les invitations commandées, tout était prêt. J'avais même pris des sandwichs dans cet endroit qu'elle adorait au centre-ville, celui avec ce pain hors de prix dont elle raffolait toujours. Je me suis dirigé vers notre immeuble, jonglant avec le sac de sandwichs et ma mallette. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, en fredonnant une chanson entendue à la radio, joyeux, stupide, et complètement inconscient de ce dans quoi j'allais mettre les pieds. La porte de l'appartement était déverrouillée. Je n'y ai pas prêté attention, Lorraine travaillait à la maison la plupart du temps. J'ai poussé la porte, j'ai appelé son nom, aucune réponse. Je me suis dit qu'elle avait son casque sur les oreilles. Elle faisait ça parfois quand elle était en appel. J'ai posé les sandwichs sur le comptoir de la cuisine, j'ai enlevé mes chaussures, et j'ai marché dans le couloir vers la chambre pour lui dire que j'étais rentré. La porte de la chambre était entr'ouverte, et c'est là que je l'ai entendu, sa voix, mais pas en train de parler, pas au téléphone. Je me suis arrêté de marcher, je suis juste resté là dans le couloir, mon cerveau essayant de traiter ce que mes oreilles me disaient, essayant de trouver une explication logique. Peut-être qu'elle regardait une vidéo. Peut-être qu'elle était au téléphone avec quelqu'un, et que le timing était juste bizarre. J'ai poussé la porte. Lorraine était dans notre lit, et Blake, mon petit frère de 26 ans, était là avec elle. Pas ivre, pas à une fête, pas une erreur floue. En plein mardi après-midi, sobre, délibérément, dans mon lit. Le lit que je l'avais aidé à choisir quand nous avions emménagé ensemble. Le lit où nous avions parlé de notre avenir. L'expression sur leur visage quand ils m'ont vu n'était pas de la culpabilité. C'était de l'irritation. Comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Comme si c'était moi, le désagrément. Blake s'est rué sur les draps. Les yeux de Lorraine se sont écarquillés, mais pas de honte de panique. Le genre de panique qu'on a quand on se fait prendre, pas quand on réalise qu'on a blessé quelqu'un. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup de poing. Je n'ai même pas ressenti de colère tout de suite. Juste ce vide froid et étrange, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer à travers une fenêtre. Je suis resté là pendant peut-être 10 secondes. Mon cerveau essayait de rattraper ce que mes yeux voyaient, essayait d'assimiler que mon frère, mon propre frère de sang, venait de me trahir de la pire façon possible. Puis, je me suis retourné et je suis sorti. Attends, a paniqué la voix de Lorraine derrière moi. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai continué à marcher. Ce n'est pas ce que tu crois, a crié Blake, sa voix se brisant. 26 ans, et il sonnait encore comme un gamin pris en train de voler. J'ai attrapé mon ordinateur portable dans le salon, mes clés sur le crochet près de la porte. J'ai laissé tout le reste, la bague de fiançailles pour laquelle j'avais économisé 6 mois, le classeur de mariage, les photos au mur, la vie que je pensais construire, tout ça, disparu. J'ai entendu Lorraine se ruer pour s'habiller. J'ai entendu Blake lui dire quelque chose à voix basse. Je l'ai entendu m'appeler alors que j'atteignais la porte d'entrée. J'étais déjà dans ma voiture. J'ai conduit directement vers un hôtel à l'autre bout de la ville. Extended Stay America. Rien de chic. Juste une chambre avec un lit et une porte qui fermait à clé. Je me suis assis là pendant peut-être 2 heures, à fixer le mur. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Lorraine, Blake, Lorraine encore. Je l'ai éteint. Je suis resté dans cet hôtel pendant 2 jours. Je n'ai pas répondu à mon téléphone. Je n'ai pas répondu aux SMS.
J'ai commandé le service d'étage. J'ai travaillé depuis mon ordinateur portable. J'ai fait semblant que le monde extérieur n'existait pas. Le 3e jour, j'ai dû partir. Je ne pouvais pas me cacher éternellement. J'ai trouvé un petit appartement à travers la ville. Bail au mois, meublé. Le propriétaire a demandé si j'en avais besoin tout de suite. J'ai dit oui. J'ai emménagé cet après-midi-là avec juste mon ordinateur portable et un change de vêtements. Puis, j'ai commencé à recevoir des appels de ma famille. Ma mère d'abord. Chérie, nous devons parler de ce qui s'est passé. Je n'ai pas répondu. Mon père, fiston, c'est sérieux. Nous devons nous asseoir en famille. Toujours pas de réponse. Puis ma sœur aînée, Blake nous a tout raconté. Maman est vraiment bouleversée. Tu peux juste la rappeler. Blake leur a tout raconté. Bien sûr qu'il l'a fait. Sa version. Celle où il était la victime, d'une manière ou d'une autre. J'ai pensé que peut-être que ma famille prendrait mon parti quand ils découvriraient que Lorraine et Blake couchaient ensemble dans mon lit pendant que j'étais au travail. Ils comprendraient, non? Ils seraient scandalisés pour moi. Stupide, je sais. Au moment où Noël est arrivé, tout le monde savait déjà. Mes parents ont appelé, ont dit que nous devions quand même fêter Noël en famille. Ils ont dit que ce qui s'était passé entre Lorraine et moi était séparé des obligations familiales. Cela aurait dû être mon premier indice. Je suis venu quand même. Je suis entré chez mes parents avec une bouteille de cidre pétillant et aucune attente. Je me suis dit que je resterais 1 heure. Maximum. Juste montrer mon visage. Prouver que j'étais plus mature qu'eux. Blake était déjà là quand je suis arrivé, assis dans le salon, détendu, à l'aise, comme s'il n'avait pas détruit ma vie 3 jours plus tôt. Ma mère s'activait dans la cuisine, sortant des plats du four. Elle avait fait ses préférés, ses lasagnes spéciales, celles qu'elle ne faisait que pour les anniversaires et les fêtes. Mon père lui a tapé sur l'épaule quand il est passé. Content de te voir, fiston. Mes 2 sœurs discutaient avec lui de son nouveau travail dans une start-up, lui posant des questions sur son nouvel appartement, riant à ses blagues. Normal, confortable, comme si rien ne s'était passé, comme si c'était moi l'intrus. Lorraine n'était pas là. Au moins une petite consolation, bien qu'une partie de moi se demandait s'il l'avait invitée aussi, et si elle avait juste eu le bon sens de refuser. J'ai posé le cidre sur le comptoir. Ma mère a levé les yeux, m'a fait un sourire crispé. Oh, bien. Tu es venu. J'avais peur que tu ne viennes pas, je suis contente que tu sois là. Pas un comment tu tiens le coup? Juste inquiète que je ne vienne pas gâcher son Noël familial parfait. J'ai tenu environ 40 minutes. J'ai survécu aux apéritifs, j'ai fait la conversation avec mes tantes et oncles qui ne savaient pas ce qui s'était passé, j'ai évité tout contact visuel avec Blake de l'autre côté de la table. Puis ma mère a évoqué le mariage. Elle remplissait les verres de tout le monde, discutant de tout et de rien. Quand elle s'est tournée vers moi et a dit, le plus naturellement du monde, alors, est-ce que vous avez réglé vos problèmes tous les deux? La table est devenue silencieuse. Je l'ai regardée. Quoi? Toi et Lorraine, a-t-elle dit comme si je faisais exprès d'être stupide. Avez-vous parlé? Réglé ce qui s'est passé? Non, ai-je dit. C'est fini. Mon père a soupiré. Il a posé sa fourchette avec un cliquetis qui a résonné dans le silence. Tu vas vraiment jeter 2 ans à la poubelle pour une seule erreur? Une seule erreur? Ces 3 mots sont restés suspendus dans l'air. Tout le monde me fixait maintenant, attendant de voir comment j'allais réagir. J'ai regardé Blake. Il refusait de croiser mon regard. Il fixait juste son assiette, poussant la nourriture avec sa fourchette. Tu appelles ça une erreur? J'ai gardé ma voix égale. Calme. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid. Ils traversent une période difficile, a dit ma mère. Elle a posé le pichet, croisé les bras, sur la défensive. Ils ne voulaient pas que ça arrive. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le son est sorti dur et amer. Ils ne voulaient pas coucher avec ma fiancée dans mon lit en plein milieu de la journée pendant que j'étais au travail? Ma sœur aînée est intervenue, le visage pincé, désapprobateur. Es-tu obligé d'être aussi grossier? Nous essayons d'avoir un dîner agréable. Ouais, a ajouté ma sœur cadette.
Elle était assise à côté de Blake et elle s'est penchée pour lui tapoter le bras, le réconfortant. Tu es un peu en train de ramener tout ça à toi. Je l'ai fixée, attendant la chute. Sûrement qu'elle plaisantait. Mais non, elle était sérieuse. Mortellement sérieuse. Ramener quoi à moi? Les fêtes, le temps en famille. Elle a fait un geste vers la table. Tu gâches tout en étant en colère. C'est là que je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau au dos de la chaise. Mon père a essayé la voix de la raison. Fiston, assieds-toi. Parlons-en comme des adultes. On ne parle de rien du tout, ai-je dit. Vous avez déjà décidé de quel côté vous êtes. Blake a enfin parlé. Allez, mec. Ne sois pas comme ça. Je l'ai vraiment regardé mon petit frère, celui que j'avais aidé pour ses devoirs, à qui j'avais prêté de l'argent, que j'avais couvert quand il faisait des conneries au lycée. Et il était assis là, chez mes parents, mangeant le dîner de Noël pendant qu'il le défendait d'avoir détruit ma vie. Je suis sorti. Je les ai tous bloqués ce soir-là. Chaque numéro, chaque compte de réseau social, chaque connexion terminée. J'ai renvoyé la bague de fiançailles à Lorraine par coursier le lendemain matin. Je n'ai pas inclus de notes. Pas besoin. Le message était assez clair. J'ai déménagé de notre appartement en une semaine. J'ai emballé ma moitié des affaires au milieu de la nuit quand je savais qu'elle dormirait. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. Je ne me suis jamais retourné. J'ai trouvé un endroit plus petit à l'autre bout de la ville, une chambre, à peine meublée, mais c'était à moi. J'ai donné à mon propriétaire 2 mois de loyer d'avance en espèces. Pas de questions, pas besoin d'explications. J'ai dit à mon patron que je devais passer en télétravail pour un moment. Urgence personnelle. Il n'a pas insisté. Il a juste dit, prends le temps dont tu as besoin et fais-nous savoir quand tu seras prêt à revenir au bureau. Le premier mois a été un enfer. Je ne vais pas mentir à ce sujet. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais. Blake et Lorraine dans mon lit. L'expression sur leur visage quand ils m'ont vu. Pas de culpabilité, juste de l'irritation. Je ne pouvais pas manger. Tout avait le goût du carton. Je me forçais à avaler des barres protéinées et des nouilles instantanées juste pour continuer à fonctionner. J'ai perdu environ 7 kilos ce premier mois. Je n'avais même pas remarqué jusqu'à ce que mes pantalons commencent à tomber. Je travaillais 16 heures par jour juste pour rester distrait. J'ai pris des projets supplémentaires. Je me suis porté volontaire pour des missions dont personne d'autre ne voulait. N'importe quoi pour garder mon cerveau occupé. Si j'arrêtais de travailler, je commençais à penser. Et penser ne menait nulle part de bon. Mes collègues l'ont remarqué, ont commencé à demander si j'allais bien. Je leur disais que j'allais bien, juste occupé, juste concentré. Ils hochaient la tête et reculaient. Des gens bien. Ils savaient quand ne pas insister. Mais quelque part vers le 2e mois, quelque chose a changé. Je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que j'avais dormi toute la nuit. Vraiment dormi. Pas de cauchemar. Pas de réveil à 3 heures du matin, à fixer le plafond, à repasser en boucle tout ce qui avait mal tourné. Juste du sommeil. J'ai recommencé à manger de la vraie nourriture. Rien de chic, mais je pouvais la goûter. Je pouvais l'apprécier. Une petite victoire, mais elle semblait énorme. Vers le 3e mois, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Pas l'ancien moi, ce type-là était parti, mais une nouvelle version. Plus dure, plus prudente, mais fonctionnelle. Je me suis inscrit à une salle de sport. Un de ces endroits ouverts 24h24 où on peut venir à des heures bizarres et personne ne vous dérange. J'ai commencé à y aller à 5 heures du matin avant le travail, puis encore le soir quand je ne pouvais pas dormir. J'ai commencé à courir programme du canapé aux 5 km au début. Je pouvais à peine faire 1 kilomètre sans m'arrêter, mais j'ai persisté. J'ai développé mon endurance. Au 4e mois, je courais 8 km sans transpirer. Je me suis mis à la menuiserie. J'ai trouvé un atelier communautaire où on pouvait louer de l'espace et utiliser leurs outils. J'ai commencé à faire des choses simples, des planches à découper, des étagères, des cadres. Quelque chose à faire avec mes mains, quelque chose que je pouvais construire de zéro et voir prendre forme. C'était thérapeutique. Prendre du bois brut et le transformer en quelque chose d'utile, quelque chose de propre, quelque chose qui ne me rappelait pas tout ce que j'avais perdu.
Au 6e mois, j'allais vraiment bien. Pas heureux, peut-être, mais stable, fonctionnel, normal. J'avais une routine. Réveil à 5 heures. Sport. Douche. Travail jusqu'à 18 heures. Dîner rapide. Atelier jusqu'à 21 heures. Maison. Netflix. Dodo. Répéter. Pas de drame. Personne pour me demander de pardonner à des gens qui ne le méritaient pas. Pas de culpabilisation familiale. Pas de conversation gênante. Juste moi dans mon appartement, construisant une vie qui ne les incluait pas. Certains soirs, je m'allongeais dans mon lit et je me demandais si j'avais fait le bon choix. Si couper les ponts avec eux tous était trop extrême. Si peut-être j'aurais dû essayer plus fort d'arranger les choses. Puis je me souvenais de mon père demandant si j'allais vraiment jeter 2 ans pour une seule erreur. Mes sœurs me disant que je gâchais Noël. Ma mère défendant Blake alors qu'il restait assis là en silence, refusant même de s'excuser. Et je savais que j'avais fait exactement le bon choix. Mardi dernier, je suis rentré du travail vers 19 heures, plus tard que d'habitude. J'avais une date limite de projet qui m'avait poussé au-delà des heures normales. J'ai réchauffé des restes de nourriture chinoise du week-end. Je me suis servi un verre. Je me suis assis sur mon canapé pour regarder le match. Celtics contre Lakers. Une bonne affiche. J'avais hâte de juste déconnecter pendant quelques heures. Puis quelqu'un a frappé à ma porte. Des coups secs, insistants. 3 coups rapides. Je n'attendais personne. Je n'avais pas commandé à manger. Je n'avais invité personne. Je menais une vie plutôt tranquille ces jours-ci. La plupart des gens ne savaient même pas où j'habitais. J'ai regardé par le Judas. Lorraine se tenait dans le couloir, visiblement enceinte, en pleurs. Pendant une seconde, j'ai cru avoir une hallucination. 6 mois. Aucun contact. Pas un mot. Et maintenant elle est là devant ma porte, enceinte. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite, je suis juste resté là à regarder par le Judas, la regardant essuyer ses yeux avec le dos de la main. Elle continuait de jeter des coups d'œil dans le couloir comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Elle était peut-être à 5 ou 6 mois de grossesse. Difficile à dire exactement, mais ça se voyait clairement. Elle portait un de ces hauts de maternité amples, le genre conçu pour donner aux femmes enceintes une allure gracieuse. Cheveux tirés en queue de cheval. Pas de maquillage qui coule parce qu'elle n'en portait pas. Choix intelligent. Ça rend les larmes plus authentiques. On ne peut pas faire baver son mascara si on n'en porte pas. Elle a frappé à nouveau, plus fort cette fois. S'il te plaît. Je sais que tu es là. J'ai vu ta voiture sur le parking. Donc, elle surveillait, attendant que je rentre. Ce n'était pas une visite spontanée. C'était planifié. J'ai ouvert la porte, je ne me suis pas écarté, je ne l'ai pas invité à entrer, je suis juste resté dans l'encadrement avec les bras croisés, bloquant l'entrée. Qu'est-ce que tu veux? Sa lèvre a tremblé. Elle était douée. Je lui accorde ça. Si je tenais encore à elle, j'aurais peut-être même cru à son jeu. Mais j'avais passé 6 mois à apprendre exactement qui elle était vraiment. La lèvre tremblante ne fonctionnait plus. Je peux entrer, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Une performance digne d'un Oscar. Juste pour 1 minute, s'il te plaît. Non. Elle a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. J'ai besoin de te parler. C'est important. Alors parle. Elle a jeté un coup d'œil dans le couloir comme si elle craignait que les voisins entendent. Un autre mouvement calculé. Je n'ai pas bougé. D'accord. Elle a pris une inspiration, le genre qu'on prend avant un discours répété. J'ai fait une terrible erreur. Ce qui s'est passé avec Blake n'était pas ce que tu crois. Il a profité de moi. J'étais vulnérable et il a manipulé la situation. Je sais que ça n'excuse rien, mais j'ai besoin que tu comprennes. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai attendu. Le bébé, a-t-elle dit en posant une main sur son ventre. Il est de toi. D'avant que tout arrive. Je dois accoucher dans 3 mois, et je ne sais pas quoi faire. Blake ne veut pas m'aider. Mes parents ne me parlent plus. Je suis seul et j'ai peur et j'ai juste. J'ai besoin de toi. Les larmes sont arrivées au bon moment. Elle était forte.
Si je n'avais pas passé 6 mois à repasser en boucle chaque mensonge qu'elle m'avait raconté, je l'aurais peut-être cru. Prouve-le, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Quoi? Prouve que le bébé est de moi. Je viens de te le dire, tu m'as raconté une histoire. Je veux une preuve. Test ADN. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne me fais pas confiance? Non. Le mot est resté suspendu là. Elle a essayé un angle différent. Tu sais combien ça coûte? Je ne peux pas me permettre. Je paierai, ai-je dit. Test de paternité prénatale, non invasif. Tu peux en faire un des 7 semaines. Tu en es où? 5 mois, 6? On a largement le temps. Ce n'est pas la question. La question c'est. La question, c'est que tu te pointes à ma porte après 6 mois, enceinte, demandant de l'aide, et tu t'attends à ce que je te croie sur parole après avoir couché avec mon frère dans mon lit. Elle a tressailli. La colère a traversé son visage pendant juste une seconde avant que le masque de tristesse ne revienne. C'est ridicule. Je suis venu ici parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui ferait ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est un test ADN. Et si je dis non? Alors tu pars et on ne se parle plus jamais. Elle m'a fixé. Je pouvais voir son cerveau fonctionner, essayant de trouver quelle stratégie marcherait. Les larmes ne prenaient pas. L'histoire de la victime ne prenait pas. Elle est passée à la négociation. Ok, très bien. Mais est-ce qu'on peut au moins en parler à l'intérieur comme des adultes? Non. Pourquoi es-tu si froid? Parce qu'il y a 6 mois, tu as détruit ma vie. Tu n'as pas droit à la chaleur. Tu n'as pas droit à la compréhension. Tu as droit exactement à ce que tu demandes, un test ADN pour prouver la paternité. C'est tout. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai sorti une carte de visite que je portais sur moi depuis 3 semaines. Ouais, j'avais déjà fait des recherches. J'avais le pressentiment que quelque chose comme ça pourrait finir par arriver. C'est une clinique au centre-ville. Ils font des tests de paternité prénataux. Appelle-les, prends rendez-vous, envoie-moi la date et l'heure par texto. Je te retrouverai là-bas. D'ici là, ne reviens plus ici. J'ai tendu la carte. Elle ne l'a pas prise au début, l'a juste regardée comme si c'était du poison. Prends-la ou laisse tomber. Elle l'a arrachée de ma main. Tu vas regretter ça. Peut-être, mais je le regretterai à mes conditions. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, je l'ai entendu rester là pendant peut-être 30 secondes avant que ses pas ne s'éloignent dans le couloir. Je suis retourné à mon canapé, j'ai repris mon verre pousse-table, normal, pas de panique, pas de doute. Si le bébé était de moi, je gérerais. Pension alimentaire, garde partagée, peu importe. Propre, légal, professionnel, aucune relation avec elle. Juste de la coparentalité, et rien d'autre. Mais si ce n'était pas le mien et mon instinct me disait que ce ne l'était pas, alors les choses allaient devenir intéressantes. J'ai sorti mon téléphone, commencé à faire des recherches sur les avocats, les lois sur le harcèlement, les documents requis. J'ai fait des captures d'écran des images de la caméra de la sonnette la montrant à ma porte, j'ai tout sauvegardé sur le cloud. Puis j'ai ouvert mes emails pour tout classer. C'est là que j'ai vu le nouveau message de Lorraine. Objet, rendez-vous confirmé. Je l'ai ouvert. Elle avait réservé le test pour le mardi suivant. Adresse de la clinique, heure, professionnel, clinique. Mais en bas de l'email, dans l'entête, les métadonnées, le truc que la plupart des gens ne regardent pas, il y avait une ligne CC, copie carbone. L'ancienne adresse email de Blake. Elle avait été rappelée en quelques secondes, retirée, mais mon client de messagerie l'avait mise en cache avant que le rappel ne fonctionne. J'ai fixé l'écran. Ils coordonnaient ça ensemble. Je ne les ai pas confrontés, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de capture d'écran de la ligne CC en demandant à quel petit jeu ils jouaient. J'ai juste observé, sauvegardé l'email, sauvegardé les métadonnées, sauvegardé le tout à 3 endroits différents. Puis je suis retourné à mes recherches. J'ai passé le reste de la nuit à fouiller dans les vieux SMS. J'ai trouvé des conversations d'avant la rupture. Lorraine se plaignant de Blake. Blake me demandant de l'argent la semaine même où je les ai surpris. Lorraine parlant du calendrier du mariage. J'ai tout capturé. Organisé par date. Construit une chronologie. À 3 heures du matin,
j'avais un dossier sur mon bureau intitulé Preuve. Je n'étais pas encore sûr de ce pourquoi j'en aurais besoin, mais je savais que j'en aurais besoin. La semaine suivante a semblé être la plus longue de ma vie. Pas parce que j'étais anxieux, mais parce que j'étais patient. Et la patience, quand on est aussi en colère, demande des efforts. Mardi est arrivé. J'ai retrouvé Lorraine à la clinique. Elle a essayé de faire la conversation dans la salle d'attente, a demandé comment j'allais, si le travail se passait bien. J'ai sorti mon téléphone et répondu à des emails. Le technicien nous a appelés, professionnel, gentil, a posé des questions standards sur les antécédents médicaux. Lorraine a répondu à la plupart. J'ai juste fourni l'échantillon ADN frottis buccal, simple puis confirmé mes coordonnées. Les résultats devraient être prêts dans environ une semaine, a dit le technicien. Nous vous les enverrons par email et posterons une copie papier. Juste l'email ira très bien, ai-je dit. Lorraine m'a regardé. Tu ne veux pas la copie officielle? L'email est assez officiel. En partant, elle a réessayé. Écoute, je sais que c'est gênant, mais peut-être qu'on pourrait prendre un café juste pour parler de la suite. La suite, ai-je dit, c'est qu'on attend les résultats. Après ça, si le test dit que je suis le père, mon avocat te contactera pour les arrangements. Si ce n'est pas le cas, tu ne me contactes plus jamais. Ton avocat? Elle avait l'air sincèrement surprise. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Si, ça en a besoin. J'ai marché vers ma voiture, sans me retourner. La semaine s'est traînée. J'ai travaillé, je suis allé à la salle de sport, j'ai fait des courses, routine normale. Mais chaque matin, je vérifiais mes emails en premier. Rien lundi, rien. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi rien. Puis samedi matin, à 6h39, mon téléphone a vibré. Email de la clinique. Objet, résultat du test de paternité. J'étais encore au lit, je me suis assis, je l'ai ouvert sur mon téléphone, j'ai lu la première ligne, je l'ai relu, je l'ai lu une troisième fois juste pour être absolument sûr. Probabilité de paternité, 0%. Pas 15%, pas 5%, pas même 1%. 0. J'ai posé le téléphone, fixé le plafond, pris une respiration, puis j'ai souri. Pas de soulagement, pas encore. D'abord est venue la justification. Ce sentiment profond et satisfaisant d'avoir absolument raison. Je le savais au moment où elle s'est présentée à ma porte. L'email de Blake dans la ligne CC l'avait confirmé. Et maintenant j'avais la preuve. Puis est venue la rage. Froide, concentrée. Ils ont essayé de me piéger, essayé de me manipuler pour que je nettoie leur désordre. Lorraine est tombée enceinte. Probablement de Blake, peut-être de quelqu'un d'autre. Et quand la réalité a frappé, ils ont décidé que je devrais être la solution. Celui qui est stable. Celui avec le bon travail et le casier vierge. Celui assez stupide pour tomber dans le panneau de la victime. Ils pensaient que je me coucherais simplement, que je prendrais la responsabilité d'un gamin qui n'était pas le mien. Parce que c'est ce que font les hommes bien, n'est-ce pas? Je suis sorti du lit, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau document, et commencé à taper. Pas une lettre, pas une explication, un plan. Colonne 1, qui doit savoir. Colonne 2, ce qu'ils doivent voir. Colonne 3, quand l'envoyer. La liste s'est allongée. Mes parents, tous les deux ceux qui ont défendu Blake à Noël, qui m'ont dit que je réagissais trop fort, qui voulaient que je m'arrange avec Lorraine. Mes sœurs, celles qui ont dit que je ramenais tout à moi, qui m'ont culpabilisé d'être parti. Blake, évidemment. Le groupe de discussion familiale, celui que j'avais mis en sourdine il y a 6 mois mais jamais quitté. Qu'ils le voient tous en même temps. Jessica, la petite amie de Blake, celle qu'il fréquentait depuis 8 mois, celle qui n'avait aucune idée que tout cela existait. La famille élargie, cousins, tantes, oncles, tous ceux qui avaient pris le parti de Blake ou m'avaient dit que j'étais trop dur. J'ai ouvert un nouveau PDF. Professionnel, propre, sans émotion. Page 1, résultat du test ADN, non caviardé sauf le mien en tant que père présumé. Le 0% au surligné. Page 2, chronologie, date, fait. 19 décembre, découverte de Lorraine et Blake ensemble. 25 décembre, la famille prend leur parti. 26 décembre, rupture de tout contact. 18 juin, Lorraine apparaît à ma porte prétendant être enceinte.
25 juin, test ADN effectué. 1er juillet, résultat reçu. Page 3, capture d'écran. Message d'avant la trahison. Preuve de relation. Preuve qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Page 4, un seul paragraphe. Il y a 6 mois, j'ai coupé contact avec ma famille après avoir découvert Blake et Lauren ensemble chez moi. La semaine dernière, Lauren est apparue à ma porte en prétendant que j'étais le père de son enfant. J'ai demandé un test ADN. Les résultats sont en pièces jointes. C'est la dernière fois que j'aborderai cette situation. Ne me contactez pas. Pas d'accusation, pas de drame, juste des faits. J'ai enregistré le PDF, ouvert un nouvel email, ajouté chaque adresse de ma liste, joint le fichier. Objet, pour votre information. Mon curseur a plané sur le bouton envoyer. Un clic, c'est tout ce qu'il faudrait. Un clic et chaque pont restant brûle jusqu'à devenir cendre. J'ai pensé à ma mère, mon père, mes sœurs, les dîners de famille, les vacances, les anniversaires, tout a disparu. Puis j'ai pensé à Blake dans mon lit, mes parents le défendant, mes sœurs me traitant de cruel. J'ai pensé à Lauren à ma porte en train de pleurer, demandant de l'aide pour un bébé qui n'était pas le mien. J'ai cliqué sur envoyer. Les accusés de réception ont commencé à s'allumer dans les 2 minutes. Je les ai regardés apparaître sur mon écran comme des dominos qui tombent. La première réponse est arrivée à la 4e minute. Ma sœur cadette, c'est quoi ce bordel? Puis ma sœur aînée, 30 secondes plus tard, tu es vraiment sérieux là? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Mon téléphone a commencé à sonner. Maman, j'ai refusé l'appel. Ça a sonné à nouveau immédiatement. Papa refusé. Puis ma sœur aînée refusée. 6 minutes après, quelqu'un a transféré l'email dans le groupe familial que j'avais mis en sourdine en décembre. Je l'ai réactivé juste pour regarder. 47 messages en 10 minutes. C'est réel? Que quelqu'un l'appelle. Ça doit être une erreur. Oh mon Dieu. Le message de ma mère est arrivé à la 12e minute, ça doit être faux. Blake ne ferait jamais ça. Mon père l'a coupé, nous devons en parler en famille. Tout le monde s'est calmé. J'ai tapé une seule réponse. Envoyé au groupe. Il n'y a pas de famille. Plus maintenant. Mis en sourdine à nouveau. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Est-ce que c'est vrai? Une voix de femme, tremblante. Est-ce que Lauren est vraiment enceinte du bébé de Blake? Jessica, la petite amie de Blake. D'après le test ADN, ai-je dit, ce n'est pas le mien. Je te laisse faire le calcul. Il m'a dit qu'il n'avait jamais. Sa voix s'est brisée. Il a juré que rien ne s'était passé après cette unique fois. Il a dit que c'était une erreur et qu'il y avait mis fin. Ce n'était pas une fois et il n'y a pas mis fin. Silence à l'autre bout. Puis, je suis tellement stupide. Non, tu as fait confiance à quelqu'un à qui tu n'aurais pas dû. Ce n'est pas la même chose. Tu savais? A-t-elle demandé à mon propos. Pas avant il y a quelques semaines. Je suis désolé que tu l'apprennes de cette façon. Mais tu mérites de savoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je me sentais mal pour ça, mais je n'avais pas l'énergie de réconforter les dommages collatéraux de Blake. Mon téléphone a vibré à nouveau. Texto de Blake, t'es une ordure. Tu viens de tout gâcher. J'ai fixé le message quelques secondes. J'ai répondu, je n'ai rien gâché. Tu as fait ça. Vous avez fait ça tous les deux. J'ai juste arrêté de vous laisser en faire mon problème. J'ai bloqué son numéro. Plus d'appels, plus de textos. Je les ai tous refusés. Puis quelqu'un a commencé à marteler ma porte. J'ai regardé par le Judas. Les 2 parents. Ma mère avait l'air d'avoir pleuré. Mon père avait l'air furieux. Je n'ai pas ouvert. Fiston. S'il te plaît. La voix de mon père à travers la porte. On peut arranger ça. Laisse-nous juste entrer. Parlons. J'ai éteint la télé. S'il te plaît. Ma mère maintenant. On ne savait pas. Si on avait su. Vous en saviez assez, ai-je dit à travers la porte. Vous l'avez choisi quand même. Partez. Ils ont frappé pendant encore 5 minutes.
Je les ai ignorés. Finalement, ils sont partis. À la 3e heure, j'avais plus de 80 appels manqués et plus de 150 textos. Cousins, tantes, oncles, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions. Certains me soutenaient. Putain. Bien joué. Ils l'ont bien cherché. Je n'ai jamais aimé Blake de toute façon. Tu as fait ce qu'il fallait. La plupart ne l'étaient pas, c'est cruel. C'est ton frère. La famille est censée pardonner. Tu déchires tout le monde pour une erreur. J'ai bloqué chaque numéro qui défendait Blake. J'ai gardé ceux qui me soutenaient en lu. Vers minuit, Jessica m'a envoyé un texto, j'ai rompu avec lui. Il a tout avoué. Il a dit que le bébé est probablement de lui, mais qu'il n'était pas prêt à gérer ça. Alors Lorraine est venue te voir. Il a vraiment dit ça comme si tu étais le plan de secours. Je n'arrive pas à croire que je n'ai rien vu. Je suis tellement désolé. Pour ce que ça vaut, tu as fait ce qu'il fallait. Je l'ai lu 2 fois, je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Je suis resté assis là dans mon appartement à fixer mon téléphone, à contempler les décombres que je venais de créer. Je ne ressentais rien. Pas de culpabilité, pas de regret, juste de la fatigue. Et puis j'ai réalisé quelque chose. J'étais toujours ici dans cette ville, dans cet appartement, à 20 minutes de chez mes parents, à 15 minutes de chez Blake. Ils savaient où je travaillais, où j'habitais, où je faisais mes courses. J'avais brûlé les ponts, mais j'étais toujours debout sur le rive de la rivière. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai récupéré l'email que mon patron avait envoyé il y a 3 semaines, celui que j'avais ignoré parce que je n'étais pas prêt à y penser. Objet, poste à Denver, opportunité de leadership. J'y avais jeté un coup d'œil. Grosse promotion, déménagement requis, plus d'argent, plus de responsabilités. Je m'étais dit que j'y penserais plus tard. J'ai cliqué sur répondre, j'ai commencé à taper, j'aimerais accepter le poste. Quand puis-je commencer? Mon doigt a plané sur envoyer. J'ai cliqué, fermé l'ordinateur, et je suis allé au lit. Je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas remis ça en question. J'ai juste dormi. Mon patron a répondu à 6 heures du matin. Il était sur la côte est, 3 heures d'avance. On peut te faire venir ici dans 2 semaines. L'allocation logement commence immédiatement. Les RH enverront les papiers aujourd'hui. Bienvenue dans l'équipe. 2 semaines. J'ai donné mon préavis pour l'appartement ce matin-là. Le propriétaire n'a pas posé de questions. Le bail au mois rendait la chose facile. Je serais parti avant la fin juillet. Puis je suis allé au magasin de téléphonie. J'ai pris un nouveau numéro. Nouveau téléphone. J'ai donné l'info à exactement 5 personnes, mon patron, les RH, mon propriétaire, ma banque et ma compagnie d'assurance. C'est tout. Tous les autres coupés complètement. Je n'ai rien posté à ce sujet, je ne l'ai pas annoncé, j'ai juste disparu. Les jours suivants ont été calmes. Mon vieux téléphone, celui que j'avais arrêté de porter sur moi, restait sur le comptoir de la cuisine, vibrant occasionnellement. Je le vérifiais 1 fois par jour juste pour voir les dégâts, plus d'appels manqués, plus de messages vocaux que je n'écoutais pas, plus de textos que je ne lisais pas. Jessica m'a envoyé 2 mises à jour. J'avais gardé son numéro dans mon nouveau téléphone, pas parce que nous étions amis, mais parce qu'elle était ma seule source d'infos, et je voulais savoir comment ça se passait. Le premier message est arrivé le 3e jour, Blake a essayé de nier que le bébé était de lui. Lorraine lui a montré ton test ADN. Ça prouvait que ce n'était pas le tien, mais ça ne prouvait pas que c'était le sien. Il a exigé son propre test de paternité. Elle a accepté. Les résultats sont revenus hier. Correspondance à 99,97%. Il est coincé. Elle parle déjà à un avocat pour la pension alimentaire. Je l'ai lu, j'ai souri, je n'ai pas répondu. Le 2e message est arrivé 2 jours plus tard, il part en vrille. Il a perdu son travail. Il s'est fait porter pâle trop souvent, a arrêté de venir. Son bail se termine le mois prochain et il ne peut pas payer le renouvellement. Je crois qu'il retourne vivre chez vos parents. Je pensais que tu voudrais savoir. Je n'ai toujours pas répondu. Mais ouais, je voulais savoir. Ma mère a essayé d'appeler mon travail. La réceptionniste lui a dit que je ne travaillais plus là-bas. Techniquement vrai puisque j'avais été transféré. Elle a paniqué,
a essayé mon vieil email rejeté. Elle a posté dans le groupe familial. Je l'ai réactivé une dernière fois juste pour regarder. Est-ce que quelqu'un a un moyen de le joindre? Nous devons nous excuser, s'il vous plaît. Quelqu'un doit avoir son nouveau numéro. Ma sœur aînée a répondu, peut-être qu'il ne veut pas être joint. Puis le silence. Pour la première fois, je pense que ça les a vraiment frappés. J'étais parti. Pas caché. Pas en train de me calmer. Vraiment parti. Ma sœur cadette a trouvé mes réseaux sociaux. Je n'avais pas vérifié depuis des mois. Elle a envoyé un message, je comprends pourquoi tu es en colère, mais c'est extrême. Nous sommes toujours une famille. Tu ne peux pas juste nous effacer. Je me suis connecté une fois, je l'ai lu, et j'ai désactivé le compte. J'ai passé la semaine suivante à emballer méthodiquement. Pas de sentimentalité. Photo avec la famille, poubelle. Cadeau de Lorraine, donné à Godwill. Tout ce qui était lié à mon ancienne vie, meubles qu'il m'avait aidé à déménager. Livres qu'il m'avait recommandés. Même une cafetière que ma mère m'avait achetée. Disparu. Vendu sur Marketplace ou laissé sur le trottoir. J'ai gardé 2 valises de vêtements. Une boîte d'essentiels, documents, ordinateur portable, quelques outils, tout le reste a disparu. L'appartement avait l'air vide au 10e jour. Juste les bases. Matelas au sol, quelques plats, télé sur une table pliante. J'avais déjà vendu mon canapé, mon cadre de lit, ma table. Tout allait vers le nouvel endroit ou nulle part du tout. La dernière nuit dans l'appartement, j'ai commandé des plats chinois à emporter. J'ai mangé directement dans la boîte, assis par terre à regarder le match de basket sur mon ordinateur. Pas de musique, pas de nostalgie, juste moi et l'écho. Je me sentais plus léger. Pas heureux, pas encore, mais plus léger. Comme si j'avais porté un poids dont je n'avais pas conscience. Et maintenant il était parti. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Pas de rêve. Jour du déménagement. Samedi matin. J'ai chargé ma voiture. 2 valises, une boîte, ma sacoche d'ordinateur. Tout ce que je possédais tenait dans une berline. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement. Mur vide, sol propre. Comme si je n'avais jamais été là. J'ai verrouillé la porte, j'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres du propriétaire, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. Mon téléphone a vibré. Nouveau téléphone. Celui que seules 5 personnes avaient. Numéro inconnu. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû juste partir, mais quelque chose m'a fait répondre. Ouais. Fiston. La voix de mon père, brisée. À vif. S'il te plaît, ne raccroche pas, je n'ai rien dit. Ta mère est dévastée. Elle n'a pas dormi depuis une semaine. Blake est. Il ne va pas bien. Il retourne vivre à la maison. La famille s'effondre. Est-ce qu'on peut juste parler? Juste une fois, s'il te plaît. Je suis resté assis là. Moteur tournant, voiture chargée. Denver à 14 heures de route. Tout ce que j'avais construit ces 2 dernières semaines, la rupture nette, le nouveau départ, la séparation totale était en équilibre sur ce que j'allais dire ensuite. Parle, ai-je dit. Tu as 2 minutes. Mon père a pris une inspiration. Je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Il appelait de dehors quelque part. Il ne voulait probablement pas que ma mère entende. Je sais que tu es en colère, a-t-il commencé, et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais tu dois comprendre, nous essayons de garder la famille unie. Blake a fait une erreur. Oui, mais il reste ton frère. Nous pensions que si nous pouvions juste amener tout le monde à se calmer. Stop, ai-je dit. Il l'a fait. Tu n'appelles pas parce que tu comprends ce que tu as fait. Tu appelles parce que tu es mal à l'aise avec les conséquences. Ce n'est pas, si, ça l'est. Vous n'êtes pas désolé d'avoir défendu Blake. Vous êtes désolé que ça vous ait explosé à la figure. Vous n'êtes pas désolé de m'avoir dit de lui pardonner. Vous êtes désolé que je sois effectivement parti. Maman ne pleure pas parce que ça lui manque d'avoir tout le monde réuni. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle a fait le mauvais choix. Blake galère parce que ses actes l'ont rattrapé, pas parce qu'il a appris quoi que ce soit. Et toi? J'ai fait une pause. Tu appelles parce que la famille a mauvaise allure maintenant.
Parce que les gens posent des questions. Parce que tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Rien dans tout ça n'a été juste. Je suis rentré tôt et j'ai trouvé mon frère au lit avec ma fiancée. Ce n'était pas juste. Je suis venu à Noël en espérant du soutien et j'ai été blâmé à la place. Ce n'était pas juste. Lauren s'est pointée à ma porte enceinte, essayant de me piéger pour élever le gamin de Blake. Ce n'était pas juste. Mon père n'a pas répondu. Vous l'avez choisi, ai-je dit. À chaque occasion, vous l'avez choisi. Vous m'avez dit de passer à autre chose, de lui pardonner, de penser à la famille, mais vous ne lui avez jamais demandé une seule fois de prendre ses responsabilités. Vous ne lui avez jamais dit une seule fois que ce qu'il a fait était impardonnable. Vous vouliez juste que je me taise et que je rende la vie facile pour tout le monde. Nous essayions de vous protéger tous les deux. Non, vous le protégiez lui. Je n'avais pas besoin de protection. J'avais besoin que ma famille me soutienne. Et vous ne l'avez pas fait. Je l'ai entendu expirer. Alors quoi maintenant? Tu vas juste disparaître? Ne plus jamais nous parler? Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Ce n'est pas qui tu es. Vous ne savez plus qui je suis. Vous ne le savez plus depuis 6 mois, et vous n'allez pas le découvrir. S'il te plaît, pense juste à, j'y ai pensé pendant 6 mois. J'y ai pensé quand vous l'avez défendu à Noël. J'y ai pensé quand Lauren est arrivée enceinte. J'y ai pensé quand je vous ai envoyé ces résultats ADN. Et j'y pense en ce moment même. Ma réponse est la même. C'est fini. Papa, oublie ce numéro. Ne me cherche pas. Ne pose pas de questions autour de toi. Je suis parti. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai jeté sur le siège passager. J'ai mis la voiture en marche avant. Le trajet jusqu'à Denver a pris 14 heures. Je me suis arrêté 2 fois pour de l'essence et du café. Une fois quelque part dans le Kansas. Une fois dans l'est du Colorado quand les montagnes sont apparues pour la première fois. J'ai dormi dans la voiture à l'extérieur d'Omaha parce que j'étais trop fatigué pour continuer. Je me suis réveillé à l'aube. J'ai pris plus de café. J'ai continué à conduire. Quelque part vers la 10e heure, en entrant dans le Colorado, j'ai réalisé que je souriais. Je souriais vraiment. Pas parce que j'avais gagné. Pas parce que je m'étais vengé. Juste parce que je conduisais vers quelque chose au lieu de fuir quelque chose. Denver était propre, organisé, les montagnes au loin. Le travail était intense, de longues heures, une courbe d'apprentissage raide, mais j'aimais ça. Le défi me gardait concentré.